Police! À terre immédiatement. D'accord. Des mains où je peux les voir. Vers le bas. Face contre terre. C'était une matinée ordinaire dans un quartier tranquille, jusqu'à ce qu'un renseignement anonyme conduise la police à cette maison. À l'intérieur, un homme a été trouvé devant l'ordinateur, et derrière cette porte verrouillée, la scène que personne ne voulait voir. Voilà, tu es en sécurité maintenant. Dissimulés dans des tiroirs, les enquêteurs ont trouvé des disques durs externes, des clés USB et un carnet contenant des informations détaillées sur la famille. Adresse, habitudes, horaires scolaires, même les heures de travail de la mère. J'ai trouvé un carnet ici. Reçu, je regarde ces disques. La page indique avec maman 7h30 du matin. Oui, celui-ci indique parc 6h15. Il les a suivis tout le temps. On met les disques sous scellé, il nous faut la tag dessus. Reçu, finissons de fouiller les lieux. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rater aucune de nos affaires. C'est une histoire qui va vous choquer du début à la fin, alors assurez-vous de rester jusqu'au bout. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. C'est parti. C'était un samedi matin ensoleillé au Riverside Park à Portland, dans l'Oregon. Sarah Mitchell et sa fille de 7 ans, Emma, savouraient une glace sur leur banc préféré. À 10h43 du matin, Sarah reçoit un appel téléphonique. Cela semble urgent. Elle se lève. Elle s'éloigne de quelques pas du banc, totalement absorbée par la conversation, et c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Un homme portant une casquette rouge et un jean. Regardez bien. Il s'approche lentement d'Emma, s'accroupit, semble lui montrer quelque chose. La fillette sourit, il lui tend la main et elle la prend. Sarah ne remarque rien, elle est toujours au téléphone, le dos tourné au banc. En moins de 30 secondes, Emma s'éloigne avec un parfait inconnu. Une autre caméra les filme en train de quitter le parc. L'homme tient la main d'Emma. Elle tient toujours son cornet de glace. Elle n'a pas l'air effrayée, elle ne crie pas. Pour n'importe quel observateur, ils ressemblent à un père et sa fille. La caméra du parking les montre marchant vers une berline argentée, une Honda Accord 2015. Il ouvre la porte arrière. Emma monte à l'intérieur. La porte se referme. Et tout simplement, ils disparaissent. 2 minutes plus tard, Sarah raccroche le téléphone. Elle se retourne. Le banc est vide. La glace fond sur le sol. Emma a disparu. À 10h51 du matin, la police de Portland reçoit l'appel. 911, quelle est votre urgence? Bonjour, je voudrais signaler un homme qui a récemment loué une maison près de chez moi. Chaque nuit, j'entends un enfant pleurer à l'intérieur, mais je ne vois jamais d'enfant là-bas, seulement l'homme. Pouvez-vous me dire où se trouve cette maison? C'est près de l'ancienne maison abandonnée. Une mère désespérée signale la disparition de sa fille depuis Riverside Park. Des agents sont immédiatement envoyés sur les lieux. En moins d'1 heure, les enquêteurs examinent chaque angle de caméra du parc et des rues environnantes. Et c'est à ce moment-là qu'ils le voient. L'homme à la casquette rouge, la Honda Accord argentée. La plaque d'immatriculation est parfaitement visible. Le véhicule est immatriculé au nom de Michael Patterson, 38 ans, analyste de système travaillant pour une entreprise technologique du centre-ville de Portland. Aucun casier judiciaire, aucun antécédent avec les forces de l'ordre. Il vit seul dans un quartier résidentiel tranquille. Patterson était considéré par ses collègues comme un homme discret, presque invisible. Il est arrivé à l'heure, s'est installé à son poste de travail et n'a pratiquement parlé à personne. Il déjeunait seul, partait ponctuellement à 5 heures de l'après-midi. Personne ne savait rien de sa vie privée. Personne ne s'en étonnait. Les caméras de circulation suivaient la Honda Accord se dirigeant vers l'est en direction de la banlieue de Gresham. La voiture passe 6 feux de circulation, effectue 2 virages, ralentit en passant devant une école, puis disparaît finalement dans une rue résidentielle. La dernière observation confirmée a lieu à 11h14 du matin, à 3 pâtés de maison de l'adresse enregistrée de Patterson. Mais voici ce qui a intrigué les enquêteurs. Michael Patterson n'avait aucun lien connu avec Sarah Mitchell ou sa fille, aucune interaction sur les réseaux sociaux, aucun lieu fréquenté en commun, aucun ami en commun, rien qui puisse expliquer pourquoi il avait choisi Emma comme cible. C'était comme s'il l'avait choisie complètement au hasard, ou pire, comme s'il l'avait choisie après l'avoir observée pendant très longtemps. Les agents commencent la surveillance de la maison de Patterson, une petite maison de plein pied aux rideaux tirés. Sa voiture est garée dans l'allée, mais il n'y a aucun mouvement à l'intérieur. Aucun signe de vie, aucune lumière ne s'allume, aucune porte ne s'ouvre.
Les heures passent, le soleil commence à se coucher, la tension monte. L'équipe se prépare à demander un mandat de perquisition, mais à 16h37, tout change avec un simple coup de téléphone. Une femme anonyme, plus tard identifiée comme Margaret Chen, 67 ans, une voisine vivant 2 maisons plus loin, signale quelque chose de troublant. Elle indique à l'opérateur qu'un homme a récemment loué la maison voisine de sa propriété il y a environ 3 semaines. Elle le voit rarement. Il part tôt le matin et rentre tard le soir. Toujours seul. Il ne reçoit jamais de visiteurs. Il ne parle jamais à personne. Mais depuis 2 jours, elle entend quelque chose qui l'empêche de dormir. Le son d'un enfant qui pleure. Faible, étouffé, comme si cela venait de l'intérieur des murs. Cependant, elle n'a jamais vu d'enfant entrer ou sortir de la maison. Seulement lui. Toujours seulement lui. Margaret dit qu'elle a failli ne pas appeler. Elle pensait qu'elle s'imaginait des choses. Mais les pleurs ont continué. Nuit après nuit, et quelque chose en elle lui disait que c'était mal, très mal. Lorsque les enquêteurs recoupent l'adresse, leur sang se glace. Ce n'est pas l'adresse enregistrée de Patterson, c'est une maison de location. Et la description du locataire correspond parfaitement à Patterson. Même voiture, même description physique donnée par d'autres voisins qui ont également appelé pour signaler des activités suspectes. Un homme qui arrivait tard, qui portait des sacs de course toujours après la tombée de la nuit, qui n'ouvrait jamais les rideaux. En quelques minutes, une équipe tactique est assemblée. Ils ont un motif raisonnable, ils ont un lieu et ils ont une petite fille qui a disparu depuis presque 6 heures. Il n'y a pas de temps à perdre. À 17h03, l'équipe tactique encercle la maison située sur Willow Creek Drive. Les rideaux sont tirés. La Honda Accord argentée est garée dans l'allée. Une faible lueur émane de l'intérieur. Tout semble calme. Trop calme. Des agents se positionnent à toutes les sorties, certains à l'arrière, d'autres sur les côtés et 2 à la porte d'entrée. Tout le monde attend le signal. La tension est palpable. Personne ne sait ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. La porte est enfoncée d'un seul coup. Les policiers envahissent la maison. L'intérieur est spartiate. Mobilier minimaliste, une table, 2 chaises, une vieille souche. Des rideaux bloquant toute la lumière naturelle créent une atmosphère sombre et oppressante. Et là, dans le salon, assis devant un écran d'ordinateur lumineux, se trouve Michael Patterson. Il ne se retourne pas. Il ne se lève pas. Il ne s'enfuit pas. Il continue simplement de fixer l'écran, comme si les policiers n'étaient pas là. Il ne résiste pas lorsqu'on lui passe les menottes, ne parle pas, regarde simplement les policiers avec des yeux vides, comme s'il savait que ce moment allait arriver, comme s'il s'y était préparé. Les agents inspectent chaque pièce de la maison. Une chambre vide, une salle de bain vide, une cuisine vide, puis, au bout du couloir, une porte fermée, verrouillée, avec un loquet à l'extérieur. La porte est enfoncée à coups de 3 puissants coups de pied. Le bois cède. Obscurité totale. L'air est lourd, étouffant. Ça sent la moisissure et l'abandon. La lampe torche éclaire une petite silhouette dans un coin, recroquevillée contre le mur. Elle était là, dans une pièce sombre, sans fenêtre, verrouillée de l'extérieur avec un loquet en métal, assise sur un matelas nu et taché posé à même le sol, serrant contre elle un lapin en peluche déchirée. Emma Mitchell, vivante mais complètement terrifiée. La pièce était immonde. Pas de sommier, pas de meubles, pas de lumière. Juste le matelas jeté au sol, un seau en plastique dans un coin servant de toilette et une unique bouteille d'eau à moitié vide. Les conditions étaient déplorables, inhumaines. Emma était pâle, tremblante. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. Elle ne parlait pas, regardait simplement les agents avec peur, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un était enfin venu. Les agents l'ont délicatement sortie de cette pièce, l'ont enveloppée dans une couverture de survie, lui ont parlé d'une voix basse et calme, essayant de la rassurer. Elle était déshydratée, terrifiée, et pouvait à peine parler, mais elle était vivante, et c'était tout ce qui comptait à ce moment-là. À 17h17, exactement 6h36 après avoir été enlevée, Emma Mitchell a été secourue. Elle a immédiatement été transportée à l'hôpital de l'Oregon Health and Science University pour un examen médical complet. Pendant qu'Emma retrouvait sa mère à l'hôpital, les enquêteurs médico-légaux commençaient à traiter la scène du crime. Ce qu'ils ont découvert dans cette maison allait choquer même les détectives les plus expérimentés. Ce n'était pas simplement la maison d'un criminel, c'était le quartier général d'un prédateur méticuleux. Cachés dans des tiroirs à travers toute la maison, les enquêteurs ont trouvé des disques durs externes, plusieurs clés USB et un carnet manuscrit contenant des informations détaillées sur la famille Mitchell. Adresse complète du domicile, routine quotidienne minute par minute,
Emploi du temps scolaire d'Emma, incluant l'itinéraire du bus, les jours où Sarah travaillait de nuit à l'hôpital, jusqu'aux marques de céréales qu'Emma aimait manger au petit déjeuner. Mais il ne s'agissait pas seulement de la famille Mitchell. Il y avait d'autres carnets, d'autres familles, d'autres cibles potentielles. Plus d'une douzaine d'enfants différents, tous âgés de 5 à 10 ans. Tous blonds, tous photographiés dans des parcs publics à l'insu de leurs parents. L'ordinateur contenait des centaines de gigaoctets de données cryptées. L'équipe médico-légale a travaillé pendant des jours pour briser le cryptage. Ce qu'ils ont découvert était troublant. Des images de surveillance provenant de parcs de tout Portland, des vidéos de 15 parcs différents enregistrés sur 8 mois, des photos d'enfants en train de jouer, des cartes détaillées avec des emplacements marqués, des horaires annotés, des schémas de déplacement tracés avec une précision chirurgicale. Il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un acte aléatoire, c'était prémédité. Méthodique, calculateur, Patterson avait transformé l'acte de traquer des familles en une routine systématique, presque comme s'il s'agissait d'une partie de son travail quotidien. On pense que Patterson surveillait plusieurs familles depuis plusieurs mois. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres victimes potentielles et déterminer s'il y a eu d'autres cas non signalés. Michael Patterson a été conduit au poste central de police de Portland. Menotté, escorté par 4 agents, il a marché calmement, sans résister, sans regarder personne. Continuez d'avancer, monsieur. Surveillez votre pas. Je m'en vais. Gardez vos mains où elles sont. Vous êtes doué. Continuez à marcher. Surveillez votre pas. Oui, monsieur. Baissez la tête et c'est parti. C'est l'accusation. A-t-il dit quelque chose? Est-il lié à l'affaire d'Elm Street? Bonsoir à tous. Reculez, s'il vous plaît. Attention à la tête. Oui, glissez-vous dedans. Piète d'abord. Attachez la ceinture. D'accord. Porte. Reculez. Allons-y. Tête baissée. Monsieur l'agent, est-ce le suspect de l'affaire Ridgewood? Reculez derrière le ruban. Monsieur, connaissiez-vous la victime? Pas ce soir, les amis. Quel est ton prénom? Sauvegardez-le. Laissez-nous passer, indiquez les frais, avancez. Le. Porte, tout en haut des escaliers, je vous comprends. Comme s'il allait simplement passer une journée de travail comme les autres. Dans la salle d'interrogatoire, 2 détectives chevronnés ont essayé de le faire parler. Ils ont posé des questions sur Emma. Ils ont posé des questions sur les autres familles mentionnées dans les carnets. Ils ont demandé pourquoi il avait fait ça. Pourquoi Emma? Pourquoi ce parc? Pourquoi ce jour-là? Patterson est resté dans un silence absolu, assis sur la chaise en métal, les mains posées sur la table, fixant du regard le mur blanc en face de lui. Aucune émotion. Aucun remords. Aucune peur. Juste du vide. Après 2 heures de tentative, il a finalement ouvert la bouche. Pas pour répondre aux questions. Pas pour avouer. Pas pour s'excuser. Juste pour prononcer 5 mots. Je veux un avocat. Maintenant. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, Michael Patterson n'a jamais prononcé un seul mot sur l'affaire, n'a jamais expliqué ses motivations, n'a jamais montré de remords, n'a jamais révélé s'il y avait eu d'autres victimes avant Emma. Michael Patterson a été inculpé d'enlèvement aggravé, de séquestration, de mise en danger d'enfants et de multiples chefs de harcèlement. Le procès a duré 4 semaines. L'accusation a présenté les preuves, les vidéos des caméras de surveillance, les carnets, les disques durs, la pièce où Emma était retenue. L'avocat de la défense a tenté de faire valoir que Patterson souffrait de troubles mentaux, qu'il avait besoin de soins et non de prison, mais les preuves étaient accablantes. La préméditation était évidente. Il n'y avait aucun doute sur sa santé mentale ni sur sa culpabilité. Le jury n'a délibéré que 3 heures. Coupable. Pour tous les chefs d'accusation, sans aucune voix dissidente. Le juge, en prononçant la sentence, a regardé Patterson droit dans les yeux et a dit « Vous avez volé l'innocence d'un enfant. Vous avez terrorisé une famille. Vous avez causé des dommages qui ne pourront jamais être réparés. La société doit être protégée des individus comme vous. » Michael Patterson a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'a pas réagi à la sentence, n'a pas regardé le juge, n'a pas regardé la famille Mitchell assise dans la salle d'audience. Il est simplement resté silencieux avec le même regard vide qu'il avait depuis le jour de son arrestation. Aujourd'hui, Michael Patterson reste incarcéré à la prison d'État de l'Oregon. Il demeure dans l'aile de haute sécurité, isolé des autres détenus pour sa propre protection. Il ne reçoit jamais de visite, n'écrit jamais de lettres. Il ne demande jamais de réduction de peine. Et à ce jour, personne ne sait vraiment pourquoi. Pourquoi Emma? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait? Certaines questions n'auront peut-être jamais de réponse. Emma est retournée chez sa mère ce même soir. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle va toujours en thérapie 2 fois par semaine. Sarah dit que sa fille fait encore des cauchemars, sursaute encore quand des inconnus s'approchent et demande toujours à tenir la main de sa mère partout où elles vont. Elle ne retourne jamais à Riverside Park.
Cette affaire nous rappelle une vérité glaçante. Le danger ne se manifeste pas toujours à l'avance. Il ne porte pas de masque et ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il porte une casquette rouge et un jean, offre un sourire bienveillant et attend juste le moment où nous détournons le regard.